Du coup, voilà, un meet-up sur les tests et en particulier sur Robo Framework qui permet d'automatiser du coup des actions dans un navigateur. Et voilà, du coup, fait par Sophie Berthaud qui est à… tu es dans quelle ville déjà, Sophie? Je suis à Nantes. Rennes. À Rennes, voilà, j'allais dire Nantes, mais je confonds les deux. Du coup, qui est à Rennes. Et donc, grâce à la magie du numérique, elle peut nous rejoindre et nous présenter donc ce merveilleux outil. Et je ne dis même pas ça en trollant, vraiment, ça a l'air super cool. Donc, voilà. Sophie, elle travaille chez Inetum. Inetum, c'est le nouveau nom en gros de GFI. Voilà, moi je ne connaissais pas Inetum, mais je connaissais GFI au moins de nom. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. Et voilà, du coup, bienvenue à ce meet-up. Comme je le disais avant qu'on enregistre et avant que tout le monde arrive, ce meet-up est sponsorisé par Au Secours Formation, qui est une organisme de formation qu'on fait avec Yves. Donc, c'est clairement un délit d'initié. On est, Yves et moi, en train de sponsoriser notre propre entreprise. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de formation, professionnel ou pas. C'est-à-dire vous pouvez demander à votre employeur de faire des formations plutôt spécialisées en Python, avec un peu de DevOps, Data Science, tous ces trucs-là. On verra au fil du temps les profils de formateurs qui peuvent être, qu'on va faire rentrer, qui vont nous intéresser sur leurs thématiques précises. L'intérêt, c'est qu'il y ait plus de proximité avec les stagiaires, les entreprises, tout ça, pour un moment convivial dans lequel on apprend et on progresse. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Et quelque chose qu'on essaye de lancer en ce moment, c'est la Au Secours Academy pour experts métiers. Donc, c'est vraiment ça le sponsor d'aujourd'hui. Un expert métier, c'est quoi? C'est globalement n'importe qui, par exemple Sophie, Roland, qui doit utiliser un langage de programmation, mais qui n'est pas développeur. C'est-à-dire qui est bon dans son domaine et qui ne sait pas programmer plus que ça, s'il n'a pas fait pendant ses études ou parce qu'il n'en a pas trop fait, il n'en pratique pas au quotidien. Nous, on fait un programme de 12 semaines qui permet de monter en compétences au fur et à mesure et de voir plein de trucs différents. Ça va au début, on commence avec les variables, faire des boucles, faire des choses comme ça. Et à la fin des 12 semaines, normalement, vous êtes capable d'envoyer des mails, de regarder quand il y a des produits sur vos sites e-commerce qui passent qui ont changé de prix sous un certain seuil que vous avez dit, et ça vous envoie une notification sur votre téléphone. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup, c'est pour découvrir la programmation, pas en s'amusant, mais de façon un peu différente de d'habitude. Un exercice par mail, enfin un exercice que vous recevez par mail à faire chaque semaine. Et voilà, avec les corrections et tout à la fin de la semaine. Si vous êtes intéressé, vous allez sur ausecours.fr/académie. Alors attendez, je vous envoie le lien dans le chat. Vous pouvez vous inscrire. Cette académie, il faut prendre ça comme une aide finalement pour des experts à faire des tâches répétitives qu'ils font à la main bien souvent ou qui font d'une manière un peu acrobatique et les aider par exemple à produire automatiquement un zip, à aller explorer une feuille Excel à partir d'autre chose, à merger deux fichiers, à fusionner deux fichiers PDF par exemple. C'est vraiment on va dire, c'est plus de la programmation pour gagner du temps sur sa machine, autrement qu'avec ce qui est proposé par l'OS, qui souvent est assez pauvre, hein, et dire voilà en quoi Python peut m'aider là-dessus. C'est un peu ça l'esprit. C'est aussi aller explorer un JSON, par exemple. C'est tous ces aspects-là, voilà, de dire effectivement, j'ai un CSV, mais dans un CSV, c'est compliqué avec Excel. Des fois, j'ai juste besoin d'extraire 3 données et j'ai 10 millions de lignes et Excel est limité à 1 million. Comment je fais? C'est toutes ces questions-là auxquelles on va essayer de répondre en proposant des petits exos et des outils pour pouvoir explorer, donc pour des non-programmeurs au départ. Après, ils vont peut-être se spécialiser, mais l'objectif vraiment, c'est les experts métiers, ce n'est pas les professionnels de la programmation. C'est ça, c'est des gens qui auront un vrai besoin, mais qui ne savent pas l'exprimer en code. Voilà. Pour qu'à la fin, vous sachiez un peu mieux, ou vous soyez capable de l'exprimer. Pourquoi c'est le sponsor? Du coup, on lance une offre spéciale. Les prix qu'il y a sur la page que j'ai mis dans le chat, vous pouvez les oublier. On va le commencer, on va faire la première session, on va la faire on va la faire à 30 €, je pense, en tout, pour tout. C'est-à-dire que ça ne sera pas gratuit, mais ça sera pas loin d'être gratuit. Et vous aurez accès à celle qui est à 150 par mois. C'est-à-dire, en gros, ça aurait coûté un truc qui coûte
450 €, on vous le fait à 50 €. On vous le fait à 50 €, juste pour vous motiver à venir. C'est-à-dire, si vous venez, voilà, comme vous aurez dépensé un peu d'argent, voilà. Et puis, vous pourrez nous aider à co-construire et on pourra plus vous aider que peut-être dans 6 mois ou dans 1 an quand on sera lancé, quand on aura plein de promos. Donc, voilà. Là, c'est un moment pour lequel vous pouvez jouer un rôle important pour nous, pour qu'on puisse tester ça si ça marche. Et pour vous, comme ça, vous aurez 2 formateurs Python experts qui seront là pour vous aiguiller dans un peu tous vos questionnements que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Et même si ça ne vous intéresse pas, enfin, même si vous ne voulez pas particulièrement participer à l'académie, si vous avez des idées de projets ou de trucs qui peuvent être cool à faire, il y a un espèce de système où vous pouvez en rajouter. Si vous cliquez sur le lien, il y a une partie qui s'appelle « C'est toi le patron » et vous pouvez dire « Ah, ben moi, je trouve qu'un truc qui serait sympa à faire, c'est ça, créer des zips, créer ça. » Voilà. Bon, allez, assez parlé de nous. Du coup, Sophie, je vais te passer la parole. C'est à toi. Il est 53, donc voilà. Bonne présentation. C'est gentil. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Je lance mon petit diaporama. Voilà. Alors, vous êtes ici ce soir. Ah, attends, on ne voit pas ton écran là. Ah, d'accord. Moi, je ne le vois pas. Bon, là, déjà... Alors, on a testé avant, ça marchait. On a testé hier, on a testé il y a 20 minutes, ça marchait. C'est le direct. Voilà, c'est bon. Sophie a commencé le partage. Vas-y, mets-toi en mode diaporama. Voilà, c'est bon, on a le bon écran. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Par contre, tu as coupé ton micro maintenant. Sophie, tu as le... Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Quelqu'un me l'a coupé, c'est une blague. Donc, vous êtes ici ce soir pour qu'on parle un peu de RoboFramework et de comment j'ai réussi à apprivoiser le robot. Comment un profil professionnel se passionne pour les tests automatiques. Bon, le mot passionne est fort, hein, mais en même temps, vous allez voir pourquoi. L'objectif, c'est de vous faire un retour d'expérience sur l'usage de Python pour les tests automatiques. Donc, les tests automatiques de type acceptance. On va voir ce que c'est. Je pense qu'il y a certains testeurs ici, ils vont savoir tout de suite ce que c'est, mais les développeurs Python, un peu moins. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec le RoboFramework, une petite surprise pour Mathieu, et puis un retour sur les difficultés rencontrées. Voilà le planning du soir. Donc, moi, je me présente. Donc, de formation IUP-MIAGE à Rennes. J'ai passé quelques certifications ISTQB en test. Donc, c'est des certifs reconnus, on va dire, internationalement. Je travaille dans des ESN depuis 20 ans. Et là, actuellement, je suis en poste chez Inetom, donc nouveau nom de GFI. Donc, pendant mon cursus IUP-MIAGE et puis mes différentes expériences, en fait, j'ai quand même de solides bases de lignes de commande Unix. Donc, pourquoi? Parce qu'à une époque, il y a 20 ans, on installait des applications de façon non automatique. Donc, il fallait beaucoup servir des VI, Unix, de toutes ces choses-là. Donc, j'ai certaines bases de tout ça. Une base aussi en système. Donc, de par ma formation, je faisais un peu de système aussi. Donc, voilà pour mon retour au niveau expérience. Depuis 20 ans, je suis fonctionnelle. Donc, j'ai fait beaucoup de tests manuels, mais aussi, j'ai décrit beaucoup de besoins dans les domaines logiciels. Donc, vous avez le petit schéma de cycle en V, là.
Et en gros, moi, je me situais plutôt dans l'expression des besoins, les spécifications, la conception détaillée. Ensuite, le développeur, il réalise. Donc là, je suis jamais intervenue au niveau des développements. Les tests unitaires, en général, c'est les développeurs qui les font. Et moi, j'interviens après dans les tests d'intégration, les tests de validation et les tests de recette. Donc, les tests d'acceptance, ils sont tout en haut là, plutôt aux tests de recette. Et puis, un beau jour, j'en ai eu un petit peu marre de faire tout le temps fonctionnel. Bon, les tests automatiques étant en vogue, je me suis dit, je vais me réorienter un peu vers les tests automatiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2020? Alors, il y a eu le Covid, enfin la Covid. Bon, ça. Je me suis retrouvée un petit peu, on va dire, on me proposait des formations, ou j'ai cherché des formations. C'est là que j'ai commencé à me dire, bon, test automatique. Je savais que Robot Framework était fait en Python. Je me suis dit, peut-être qu'une couche de Python, ça pourrait m'aider plutôt beaucoup. J'ai fait du DevOps aussi, une formation de DevOps. Donc, ça va aussi avec les tests automatiques. J'ai continué toute seule. Hein. J'ai pas fait, je ne connaissais pas Au Secours, donc j'ai continué un peu toute seule en faisant des intégrations Python dans Django. Et après, comme j'ai su que j'allais avoir une mission Robot Framework, je me suis concentrée sur Robot Framework. J'en avais déjà fait un an auparavant, mais sur une courte période de 2 mois. Je connaissais un petit peu. Mais du coup, j'ai un peu plus approfondi là, durant l'été 2020. J'ai choisi Python parce que je savais que c'était le langage derrière Robot Framework. Et je savais que quand j'allais devoir installer Robot Framework, il fallait que j'utilise les bases Python d'installation, librairie, environnement virtuel et tout ce qu'on peut connaître de Python. Et la formation DevOps pour un peu plus développer la partie test automatique et puis stratégie de test et tout ce qu'il y a autour, quoi. De septembre à janvier dernier, j'étais en mission justement en test manager et automaticienne avec Robot Framework. Donc, j'ai pratiqué vraiment au travers du travail. Alors, Robot Framework, c'est quoi? Robot Framework, c'est un langage, enfin, oui, on peut dire un langage, un robot. Il y a un site internet très complet qui explique vraiment tous les aboutissants du langage, de comment c'est fait. Donc, j'ai appris un petit peu d'extrait là. Donc, d'abord, c'était du Nokia. C'est Nokia qui a commencé à faire ce principe. Puis après, c'est parti dans une fondation, Robot Framework Foundation. Et c'est open source depuis 2008. Donc 2008, ça fait un petit peu. Robot Framework utilise une approche de test par mots-clés. En gros, du Selenium en mieux, en plus maintenable. Vous allez voir que c'est quand même assez limpide au niveau de l'approche et au niveau de la maintenance. Alors, peut-être expliquer ce que c'est que Selenium, Sophie. Alors, Selenium, c'est une surcouche, on va dire, qui permet les tests en machine, hein, en quelque sorte. Moi, je n'ai pas vraiment utilisé Selenium en tant que tel. J'utilise au travers de Robot Framework. Après, purement Selenium, c'est un peu comme du JavaScript, non? Alors, moi, Selenium, je le vois comme quelque chose qui permet d'automatiser le navigateur. En fait, c'est une espèce de bibliothèque qui permet de prendre le contrôle du navigateur et de faire ce que vous voulez. Genre, vous pouvez scroller dans la page, cliquer sur des boutons, et vous avez vraiment toute une API où vous lui dites scroll de 200 pixels, il va scroller de 200 pixels. Oui, et puis on peut remplir des champs Selenium, etc. On peut simuler des actions. Toute interface homme-machine peut être simulée.
C'est ça. Voilà. Selenium. Tout ce qu'on peut faire dans un navigateur, on peut l'automatiser avec Selenium. Mais c'est pas beaucoup structuré, je pense, comme langage par contre. Bah, c'est vraiment une API. On va lui dire, fais cette action, puis fais cette action, mais avec du vrai code Python ou du vrai code Java. Oui, Ouais. c'est recherche dans la page tel bouton qui s'appelle comme ça. Non. Bah là, dans Robot Framework, tout le Selenium, il est masqué, hein. Il y a bien une librairie Selenium qui existe, mais on a les mots-clés qui l'utilisent, mais derrière, on ne sait pas comment c'est fait. Alors, excusez-moi si je puis me permettre. Marco, Selenium, en fait, c'est pas un outil à comparer directement avec Robot Framework, puisque à la base, en fait, il s'associe surtout avec les outils dits de test unitaire. Donc, en effet, quand Sophie, tu dis que ce n'est pas un outil structuré, c'est que c'est quand même un outil qui est apparu pour justement résoudre le problème de la limite des tests automatisés avec justement tout ce qui est interface et l'automatisation à ce niveau-là. Après, ça a en effet migré vers Robot Framework, vers des outils type Robot Framework qui correspondent mieux à la logique de test à laquelle il fait partie. Voilà, pour préciser. D'accord. Moi, je sais que j'ai travaillé il y a à peu près 10-15 ans sur un projet qui était automatisé avec Selenium. Je sais que la personne qui les maintenait, c'était très, très difficile. Chaque fois que ça plantait, la personne avait du mal à corriger, avait du mal à voir où ça plantait. C'était difficile, quoi. Après, et ça plantait souvent aussi, pour rien. Ouais, ça moi, pas très robuste. En fait, c'est vraiment du code à maintenir. Faut le voir comme du code, du vrai code Python à maintenir, mais en plus fragile, parce ça interagit avec du navigateur et tout. Donc voilà, c'était juste pour présenter, parce que ceux qui n'étaient pas testeurs, je pense que Selenium, ça ne leur parlait pas. Merci beaucoup à tous. Donc, avec Robot Framework, on a de nombreuses librairies disponibles développées en Python. En fait, le développement en Python, donc, il est carrément, les sources sont disponibles sur un GitHub, là, je vous ai mis l'adresse. Et en fait, on s'aperçoit que c'est surtout des Finlandais, principalement, les contributeurs. Il y a des stats sur les contributeurs, il y a à peu près, j'ai noté 8 contributeurs différents. Donc, c'est un petit groupe quand même. Et c'est des indépendants en programmation Python. Donc, un peu comme vous, Mathieu, Yves, j'ai l'impression que c'est vraiment voilà, un petit focus finlandais. Voilà. J'ai noté aussi qu'il y avait en cours 135 bugs en cours. Donc, voilà, ça fait un petit capital de bugs qui sont corrigés au fil de l'eau. On est rendu à la version 4 de Robot Framework. Moi, j'ai utilisé la 3.5, il me semble. Donc là, il y a 18 jours, j'ai noté qu'ils avaient sorti la version 4. Donc, les sources voilà, sont disponibles et consultables sur GitHub. Et puis aussi, évidemment, on peut y contribuer, quoi. Tout est expliqué dans le site au début. Alors, le périmètre de Robot Framework, c'est surtout des tests orientés, tests d'acceptation. Donc, je vous ai remis la petite pyramide des testeurs. Là. Les testeurs la connaissent bien, celle-ci. Donc, en bas de la pyramide, on est au niveau test unitaire. Donc, test de composants, fait par les développeurs. Donc là, on a énormément de tests parce qu'on doit tester tous les composants qui sont à la base. Ensuite, on monte dans la pyramide avec les tests d'intégration. Donc, on intègre les différents modules. On a des tests d'intégration. Et les tests système, donc un peu plus complets, qui rassemblent un peu plus de morceaux, on va dire, du logiciel. Tout en haut, on a des tests d'acceptation. Donc, c'est des tests, on va dire, plus au vu de l'utilisateur final, en fait, où là, on réduit le nombre de tests parce que tout ce qui a été testé en dessous est censé ne pas être testé au-dessus. Et surtout, on a une vision plus bout en bout, tout en haut de la pyramide. Donc, on peut parler de test ATDD. Alors, c'est voilà, le domaine des testeurs.
il y a la BDD, oui, et ATDD, Acceptance Test Driven Development, où on se place du point de vue de l'utilisateur final. Je vous ai mis une référence de site là, l'Intervient du testeur. Moi, c'est ma petite mine d'or là. Il y a beaucoup d'articles très très sympathiques sur plein de choses. Donc à visiter ce site aussi. Petite pub, mais pourtant j'y contribue pas, mais il est vraiment très bien fait. Les prérequis pour RoboFramework. Alors, moi, les prérequis que j'ai eus, c'est plus en termes d'installation, tout ce qui est Python. On n'a pas besoin d'être développeur pur, mais quand même, les bases du Python nous aident fortement à savoir comment installer et comment maintenir aussi, parce que les librairies vont peut-être changer, on aura besoin de nouveautés, de nouvelles fonctions, et pour cela, il faudra réinstaller les librairies qui conviennent. Donc, on a besoin de savoir comment installer les librairies Python. Le langage par mots-clés, donc les mots-clés sont codés en Python. Je vais pouvoir vous faire voir un peu comment c'est fait derrière. On a accès à toutes les fonctions en détail. Donc, je pourrais vous faire voir ça dans mon éditeur. Savoir où chercher. Alors, savoir où chercher, bon, il y a énormément de sites Internet qui expliquent comment faire des choses. Alors, c'est souvent en anglais, mais bon, c'est accessible, vraiment très accessible, quoi. Il y a toutes les communautés aussi, les groupes Slack, les groupes, tout plein de groupes aussi qui sont référencés dans le site que je vous ai parlé au départ et qui permettent d'avoir les réponses à nos questions très, très facilement. C'est très actif, les communautés sont très actives. Moi, j'utilise un éditeur PyCharm, mais il en existe d'autres. Ride, c'est le plus basique qui a été fait en même temps que RoboFramework, je pense. C'est du Ride, c'est spécifique. Bon, il n'est pas très joli. Moi, j'aime pas trop. Eclipse, un peu compliqué, je trouve, pour un non-développeur. Eclipse. Moi, en Java, Eclipse, j'ai beaucoup de mal à lire le code. J'y comprends rien, en fait. PyCharm, bon, j'utilise depuis l'année dernière, je le trouve plutôt bien. Et enfin, il faut avoir quelque chose à tester, une application. Alors, quand je dis une application, ça peut être une application interface homme-machine, une IHM, donc une page web, un site web. Alors, bien codé, vous allez voir pourquoi, parce que si c'est mal codé, c'est un peu plus dur à automatiser, c'est moins robuste. Donc, bien codé derrière au niveau du langage. Si c'est du Java, il faut qu'on ait toutes les balises qu'il faut, les passes, les XPath, c'est important. Je vais vous montrer. Ça peut être aussi une application qui utilise des API de type REST ou SOAP. RoboFramework est capable aussi de faire des tests API. Je ne l'ai pas mis, mais ça peut être aussi des tests, je vais l'expliquer après, des tests de commandes de type Unix. On peut lancer une commande Unix depuis RoboFramework, récupérer le résultat, analyser le résultat, exploiter le résultat. Que peut-on tester avec RoboFramework? Donc, comme je le disais, des clics-boutons, des enchaînements d'écran, des messages sur l'écran, des libellés sur les écrans, plein de choses. Tout ce qu'on doit tester en manuel, tout ce qui est visible. On peut aussi tester des commandes SSH, comme je le disais, sur des serveurs pour vérifier les retours des commandes et des API de type GET, POST, et bien d'autres choses que je n'ai pas encore expérimentées. J'ai mis quelques petits exemples de librairies là, que je n'ai pas encore expérimentées. Donc, des tests, alors vous allez peut-être mieux savoir ce que c'est que moi, mais on va dire que c'est un genre de... Pour moi, ça, c'est un genre d'IHM fait un peu de façon swing GUI, et en fait,
on peut utiliser la librairie là qui permet de tester les petites popines qui s'affichent en robot framework. Pareil, Eclipse Library, alors Eclipse RCP, je ne sais pas si ça vous dit, mais pour moi, c'est un genre de progiciel aussi qui peut être testé par robot framework. Voilà, donc l'installation, on va retrouver les commandes de base Python. La première chose, c'est d'avoir une version Python sur l'environnement. Donc, une version Python 3.8.5, là, c'est un exemple. Une fois la version Python installée, on peut utiliser les gestionnaires de package pour installer les différentes librairies. On a possibilité, et c'est très, très, très bien d'avoir un environnement virtuel qui permet de stocker justement les petites librairies robot framework ici, au lieu de les mettre dans le Python de la machine, on les met dans l'environnement virtuel. Voilà, pour plus de clarté, parce que ça devient tout de suite très, très difficile à la lecture. Et puis pour versionner, pour pouvoir récupérer les bonnes versions aussi. On active l'environnement virtuel, tout simplement, on le désactive quand on n'en a plus besoin. Et l'environnement virtuel est propre à la machine, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs développeurs, chaque développeur a son propre environnement virtuel et installe les librairies robot framework utiles. Donc là, j'ai mis celle que j'utilise, moi. Donc, la librairie robot framework de base. Donc, maintenant, on est passé en version 4, comme je le disais là. Donc, en général, cette commande installe la dernière version disponible. Donc, là, si je le fais, je passe en 4. Ensuite, j'ai du Selenium Library, donc la fameuse librairie qui permet de faire du Selenium un peu plus maintenable. La librairie SSH Library qui permet de faire les commandes Unix et de vérifier que tout se passe bien. Et la librairie Quest qui permet de faire de l'API. Donc, je vous ai mis quelques petites commandes utiles, notamment robot. C'est la commande qui permet de lancer les tests. On va l'utiliser, là, je vais vous montrer dans la petite démo. Et le rebot, c'est permettre de générer les rapports de tests qui sont très, très lisibles au niveau robot framework et qui permettent de bien gérer la maintenance des tests du coup. Donc, dans la démo que je vais vous lancer, donc c'est sur l'IDE PyCharm. On va pouvoir regarder un peu comment c'est fait juste avant que je lance la petite démo. On va regarder un peu au niveau code Python derrière. On pourra revenir dessus après, pas de souci. Et on va naviguer sur 2-3 sites et faire un get sur un web service en libre service. Donc, j'ai choisi un petit get API sympathique qui redonne toute une liste d'étudiants, je crois. Voilà, c'est en libre service. Donc, on peut s'amuser avec quoi. Puis à la fin, on pourra aller regarder les rapports générés si vous voulez. Donc, s'il y a eu un plantage dans mes tests, on verra tout de suite où il s'est planté et comment on débug en fait. Voilà. Si vous voulez bien, je passe à la démo. Super. Alors, je vais peut-être faire un nouveau partage. Je ne sais pas, on me propose un nouveau partage. Ouais, c'est pas mal. Nouveau partage. Ah, vous voyez toujours? Là, on voit ton PyCharm. Voilà. Ouais, pas de souci, pas de souci.
Alors, comment je l'ai structuré, ce petit univers de démo là? Donc, on voit mon VEnv, mon environnement virtuel qui contient, donc, comme je l'ai dit, des librairies Robot Framework utiles, qui sont ici, là. Et autrement, j'ai mon driver, alors, oui, driver Chrome et driver Firefox. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut télécharger pour pouvoir faire des tests aussi. Voilà, autrement, j'ai mon script de test là, donc ça se présente comme voilà, avec des mots-clés, settings, variables, test case, et à la fin, je peux avoir la partie keywords qui me permet de faire des petites fonctions que j'appelle juste au-dessus, quoi, dans mes test cases. Donc, au niveau des test cases, donc j'ai fait un petit smoke test, donc un tag smoke test, on verra dans le rapport de test, ça permet de typer les types de tests. Alors voilà, la petite surprise, c'est que je suis allée sur site au secours pour faire des petites... voilà, j'ai cliqué un petit peu partout. Bon, vous verrez que les XPath là, bof, hein. Mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Après, j'ai cherché des mots comme formation, noir. Il y a le mot noir à un moment dans la page. Ensuite, je suis allée sur un site Amazon. Donc ça, c'est un deuxième test case. Là, j'ai cherché une chaise de cuisine. J'ai cherché le mot numéro 1 des ventes. Je clique sur numéro 1 des ventes. Et je cherche un élément qui contient chaise de bar. Ce type de test, il est tagué non régression test, par exemple. Après, j'ai choisi d'aller sur un site ouvert avec un login mot de passe où je rentre un login mot de passe, je me connecte à la page, je fais un petit clic sur... non, je fais même pas petit clic, j'ai la page d'accueil et je fais un logout. Donc là, précisément, j'ai mis un truc qui plante pour vous faire voir comment ça plante. Un ID égale Toto qui n'existe pas. Donc celui-là, il sera failed. Hein. Et après, je fais mon get request, donc le get API qui permet de faire un get sur une API. Donc, je crée une session. Je récupère une réponse get en session. Je log dans ma console la réponse, le statut de l'API, enfin le retour, et le contenu de la réponse. Là, je l'ai tagué test request API. Et donc, j'ai les keywords là qui sont utilisés plus haut, donc celui-ci ici. Et le scroll élément, alors là, on trouve du Selenium. J'ai dû faire du scroll élément sur un XPath. Juste scroll to élément XPath égale. Et du coup, là, on retrouve un peu plus de Selenium avec un Windows scroll to. Vous voyez, c'est un peu plus joli que si j'avais mis directement Windows scroll to. J'ai encapsulé en fait la partie Selenium qui était qui était la moins jolie, on va dire. Et puis la plus utilisée peut-être aussi à des moments. Donc, je vais lancer mon test. Donc, dans External Tools, j'ai un peu de temps là encore pour vous montrer un peu. Oui, je pense. Dans External Tools, en fait, j'ai paramétré la fameuse fonction robot là, qui permet de justement lancer le script à partir de PyCharm. Donc ça, c'est quand tu vas cliquer sur le bouton, là, ça va lancer automatiquement le robot avec les bons paramètres. Voilà, c'est ça. Et ça va mettre les logs dans un répertoire résultat de test qui me permet après d'analyser les logs, en fait. Ça fait un output dire dans résultat de test. Alors, typiquement, c'est sur des logs qu'on peut lancer du Python. Comment?
c'est analyser des logs en Python, c'est très facile. Oui, bah là vous allez voir, c'est encore plus facile. On ne voit pas le Python derrière, mais on voit où la page s'est plantée par contre. Donc voilà pour la partie lancement des exécutions. Donc si je lance maintenant, j'espère que ça ne va pas aller sur mon autre écran, mais normalement non. Donc là, je ne touche plus à la souris. Alors, par contre, on voit que tu as partagé que ton PyCharm, je crois. pardon. Donc, Bah, je vais tu partages ton arrêter. bureau. Oui, c'est possible. En faisant le partage, je n'ai pas bien fait. C'est pas grave. Arrête le robot, enfin, comme ça tu pourras le relancer. Et relance le partage en partageant tout ton bureau. Ce serait le plus simple. Là, c'est bon. Là, je pense qu'on voit tout le bureau maintenant. Ouais, je pense que ça devrait aller. Et du coup, là, en fait, ce qui va se passer, c'est quand elle va lancer le robot, automatiquement, est-ce que tu pourrais remettre le code, le test.robot un peu plus en haut, là, de haut en bas. Donc, en haut, elle a défini quelques variables. Et après, là, ça va être toutes les actions qui vont être effectuées. Donc, Les test cases vont commencer, ouais. voilà, au début, les titres. Test. On voit les titres, en fait, déjà. Ouais. Et après, on va savoir si c'est pas sous fail, en fait. Là, je l'ai arrêté brutalement, donc c'est fail. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, il va ouvrir 4 fenêtres, ou plusieurs fenêtres Firefox ou Chrome. Une avec au secours, qui va aller chercher s'il y a bien des événements, enfin des éléments à certains endroits avec des textes aux bons endroits. Quand je clique sur un élément, ça fait la bonne chose. Donc, c'est ce qui est défini là, ce qu'il y avait à l'écran. Et après, tu avais quoi? Tu as Amazon où on va aller regarder un article précis. Et après, un truc de login sur un site. Ouais, c'est ça. Et puis l'API en dernier. Et l'API, ouais, c'est ça. Mais l'API, on va voir juste dans le trace du PyCharm, c'est tout. Parce qu'il ne va rien ouvrir du tout, vu que ce n'est pas une IHM. Il va utiliser request directement. Ouais. Et ben là, je pense que ça doit être bon. Donc, vas-y. Allez, je pense que ça doit être bon. Alors, ouais, si, c'est bon. Ça vient d'ouvrir le Firefox. Donc là, ça descend un petit peu. Ça va cliquer sur « C'est moi ». Ça va redescendre, je crois. Non, bah ça y est, c'est fini. Ça a ouvert, non. Ça redescend et ça cherche un mot. Et ça va revenir sur « Formation » après. Je reclique en haut, voilà. Sur « Formation ». Donc voilà, là, automatiquement, ça a vérifié que ce que tu avais écrit dans les tests, c'était bon et ça a écrit. Et voilà. Voilà. Si le site était cassé, si j'avais changé des choses dans ce site, eh ben, ça aurait été moins passe. Donc là qu'est-ce qui se passe? Bah là, ça va sur numéro 1 des ventes, là. Ça clique, ça vient sur les meilleures ventes et ça prend l'élément qui contient chaise, le premier élément. Ça referme le navigateur, hein, puisque j'ai mis des clauses browser. Là, donc, c'est le petit site où on se log. Donc, on verra sur la page d'accueil. Et là, normalement, il n'a pas trouvé le ID égale Toto. Donc, il reste un peu planté. Là, on voit que c'est le robot qui a fait. Hein. Il y a un petit icône là qui dit que c'est le robot qui est passé par là, quoi. Donc, si j'analyse ce qui s'est passé, donc jusque-là, tout va bien. Au secours, il a pu retrouver tous les liens que je lui ai donnés. Ici, ben, il n'a pas trouvé le locateur ID égale Toto et il a fait la commande de get. Donc, si je viens voir le log plus en détail, que j'ai stocké sur mon ordi, je vais vous le présenter. Là, vous voyez toujours là? Oui, c'est bon, on voit ton Explorer. Donc, il fait 3 logs. Il fait report output log. Le report permet de voir donc, les tasks qui ont été faits donc, par tag. Donc, surprise pour Mathieu, c'était au secours. Test request API, le spoke test, le non-régression,
Donc, on peut les classer par type et avoir les stats, du coup, déjà sur la première page. Et sinon, quand on fait All Test, on a le détail par test. Donc, on voit qu'il y en a 4 de past, ici, et 1 de failed. Donc, pour le fail, il suffit de cliquer sur le fail. Donc, il y a tout un tas de logs, de prix. Et on va sur le rouge. On déploie, on fait plus. Voilà. Encore plus. Et là, on voit vraiment l'écran sur lequel il est resté planté, en fait. Donc, même si mon navigateur est fermé, il a stocké l'écran où il n'a pas trouvé le ID égale Toto. Donc ça, il n'a pas trouvé dans la page, il dit élément n'a pas été trouvé. Et là, je peux corriger mon script et me dire j'étais à cet endroit-là et il n'a pas trouvé l'élément. Et le API, je voudrais revenir sur... Si je peux revenir, voilà. Je voudrais revenir sur le test API. Là, on a le détail de la requête du résultat. Voilà, voilà, ça, c'est la réponse du get que j'ai fait. Donc, on peut aller plus loin après au niveau Robot Framework, récupérer cette réponse, analyser, faire un tableau. On peut faire plein de choses en fait. Analyser la réponse, trouver les données qu'on cherchait, des choses comme ça, quoi. On a vraiment la réponse du get. Et les logs de console, si besoin, qu'on peut rajouter. Et là, on sait que c'est un test request API. Voilà pour la partie analyse. Alors, après, ce que je voulais vous montrer, c'est derrière toutes ces choses. Si je vais dans le test API, par exemple, j'ouvre une session et du coup, quand je fais clic droit, go to test déclaration, voilà le code Python qui est derrière mon keyword, en fait, create session. Donc, j'ai keyword create session avec la fonction, le return. Tout ça que je n'ai pas eu besoin d'écrire, moi, en tant que fonctionnel, ça m'arrange quand même, quoi. Parce que j'aurais pas été très... Voilà, quoi. Donc, tout ça, voilà, c'est dans mon environnement virtuel. Pareil pour les get en session. Ah, celui-là, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que je ne sais pas. Il n'a pas trouvé. Tout ça, là, c'est pas du code que toi, tu as écrit, c'est fourni avec... Ah non, tout ça derrière, là, je n'ai pas écrit ça, non. Non. Le set tag, moi, je l'utilise pour poser mes types de tests. Et voilà comment c'est derrière, quoi. Moi, je sais que j'ai des mots-clés avec des arguments à mettre. Et c'est tout. Après, derrière, c'est les keywords qui sont là et qui sont utilisés pour... Ok. Voilà. Donc, on peut faire plein de choses, vraiment plein de choses. Donc, comme je disais, les passes, c'est super important parce que, par exemple, quand on voit dans mon code, là, j'ai dû sortir des passes un peu moches, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé d'ID ni de name unique. Enfin, même pas du tout, quoi. Sur les éléments, j'ai dû me débrouiller en mettant le HTML qui était derrière la page, quoi. Il trouve quand même l'élément. Alors ça, c'est parce que typiquement, c'est au secours, c'est moi qui l'ai codé, le site, et ça ne fait pas partie des sites bien codés, pour ce que dirait Sophie. C'est un site bien codé. C'était pas une surprise pour toi. Après, par contre, si je veux chercher un mot dans la page, là, j'utilise content text, ça marche très bien. J'ai cherché noir, là.
Il y a le mot noir dans ta page. Je ne savais même pas qu'il y avait le mot noir dans ma page, mais OK. Ouais. Mais un site bien codé, en fait, il aurait des bons ID aux bons endroits, c'est ça? Voilà. Par exemple, les sur testeurs. Amazon, j'ai trouvé de bons ID. Tu vois, vous voyez, input text, ID, un nom de checkbox, ben, c'est assez clair, quoi. Si tout data search text box, chaise de cuisine pour mettre l'élément dessus. Donc là, il y avait pas mal d'ID, de name, de boutons, des boutons avec des names, accept. Bon, là, j'ai utilisé encore content text parce que le numéro 1 des ventes n'avait pas forcément de nom. Donc, je cherche la chaîne numéro 1 des ventes dans la page. Des choses comme ça, quoi. Donc, on voit bien que quand même, quand l'applicatif est bien codé, ça permet là maintenant, c'est plus facile, quoi. Parce que si le name, là, ici, il faut faire faut bidouiller un peu. Hein. Ça, on le recherche dans la page avec un plugin Firefox. On peut rechercher les passes. Ouais, c'était une question que j'allais te poser pour récupérer les XPath. Tu les as fait avec t'as un plugin Firefox ou un c'est ça. qui te donne. On récupère les passes et Alors, sinon, on cherche dans la passe et les ID aussi. Hein, vu ça qu'il n'y fonctionne bien. a pas que des développeurs web, je pense qu'il faudrait expliquer vite fait, en gros. Est-ce que tu peux ouvrir un Firefox, s'il te plaît, Ouais. pour expliquer comment on accède à un élément, genre sur le site de secours ou sur Amazon, peu importe. C'est peut-être un truc qui peut les intéresser tous. Alors, une page HTML, il y a plein d'éléments, en gros, à l'intérieur. C'est la façon dont c'est écrit. Et vas-y, montre-nous comment tu fais pour accéder du coup à un des éléments, là, par exemple, j'en sais rien, cliquer sur un Alors bouton. ici, en fait, je fais examiner l'élément. Ça m'affiche le HTML qu'il y a derrière. Et après, je cherche un discriminant, c'est-à-dire que faut pas que l'élément, faut pas que ça se retrouve plusieurs fois dans la page, sinon le robot va être perdu. Mais je sais que l'ID, il sera unique, par exemple, là. Normalement, si c'est bien codé, l'ID est unique. Donc, je le récupère. Je récupère, ça c'est mon XPath en fait. Je peux vérifier que c'est bien unique en faisant comme ça. ID égale ça. Et si je fais entrer, alors là, il n'a pas trouvé parce que je crois que j'ai oublié le arrobas devant là. Hop. Ou alors, c'est ça, avec des guillemets. C'est des guillemets, ouais. Alors, je retourne parce que... Non, normalement, oui, ça doit être... plutôt ça, là. Si je cherche ça dans la page, sauf que là, il ne va pas s'afficher parce qu'il faut que je cherche chaise. Voilà, je fais entrer. Et là, apparemment, il m'en trouve un là. J'ai cherché mon XPath, là, content numéro 1 des ventes. Il me trouve ça. Voilà. Là, du coup, si tu scrolles, tu vas voir l'élément en correspondance. Il est là. C'est une histoire de XPath, hein, mais c'est vrai que quand c'est bien codé, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'il faut vérifier peut-être avant de se lancer dans l'automatisation avec Robot Framework, c'est principalement comment sont faites les pages derrière. Si c'est bien exploitable ou... Et en tant que développeur web et pas du tout testeur, pour toi, une page bien exploitable, c'est quoi? Avec des ID et des names bien propres, quoi. Sans que j'ai à aller faire des div HTML, span, tout ça, quoi. Parce que par exemple, celui-ci, par exemple, si je vais
Si je clique ici, qu'est-ce que je voulais faire? Dans le petit bouton, est-ce qu'il y a un petit bouton là? Celui-ci, par exemple, je fais examiner. S'il n'est pas terrible, il faut que je fasse copier le XPath. C'est ce que j'ai fait sur ton site. Copier le XPath et puis après, je me le copie là, quoi. Mais bon, ça peut donner des choses pas très jolies, voilà. Ça, c'est pas très joli. Mais en même temps, c'est le bouton, quoi. Et quand je regarde dans la page, je vois bien qu'il a un name qui m'intéresse. En fait, le name, il va être discriminant. Donc, je vais plutôt mettre name égal au lieu de tout ça, quoi. Et ça fera la même chose. Hein. Si je mets name égal submit.add to car, ça va me faire pareil, quoi. Et ça va être plus propre et plus maintenable aussi. Parce que là, si l'élément change d'endroit et que moi j'ai mis ça, eh ben, il ne trouvera pas. Tandis que si je lui mets le name, mais que le name change d'endroit, il trouvera toujours en fait. Non. Ok. Là, c'est l'endroit dans la page qui peut changer. Tandis que si je prends le name et qu'il a un autre endroit, le name, bah, il trouvera le name. Ouais, je vois. Du coup, toi, tu préconiserais aux développeurs là, qui seraient dans la salle de mettre des… Alors, name, c'est pour les formulaires, j'imagine, mais des ID, quoi, en tout cas. En général, quand c'est codé en, comme on dit, derrière Java, là, il y a le… Angular. En Angular, normalement, il y a toute cette norme d'ID et de name qui est bien là et qui permettent d'automatiser facilement, quoi. Ok. Ça, c'est les normes de codage derrière. Parce que ça, moi, ça a toujours été mystérieux, ces normes qu'il y avait derrière. C'est pour ça. Ah bah là, c'est utile. Hein. Non, mais oui, c'est… Mais voilà. Pour trouver les éléments, c'est utile, ouais. Et puis, bah, comme RoboFramework qui fait que des clics éléments avec des passes, forcément… Voilà, je pouvais vous expliquer aussi quelles difficultés j'ai rencontrées, si ça vous intéresse toujours. On a dépassé là. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, vas-y, finis ta présentation. Après, on fera… Je pense qu'il y en a pour 5 minutes, je pense, là, dans le reste. Si vous voulez vous parler, alors, la démo, on verra peut-être après, les difficultés rencontrées, alors, je vais remettre peut-être quand même en grand écran, sinon on ne va pas voir grand-chose. Bon, voilà, je suis loin. Ça doit être par là. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est principalement lié à un Python, en fait. Des incompatibilités de librairie Python, des bugs de RoboFramework, mais il y en a très peu quand même. C'est de plus en plus robuste, même par rapport à la première utilisation que j'en avais fait. Alors, les variables du pass, parce que bah, ça, pour exécuter le script RoboFramework, il faut que le chemin soit dans le pass du PC. Voilà. Et des problèmes de navigateur pour les tests IHM. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait des drivers à télécharger là pour pouvoir ouvrir Firefox avec RoboFramework ou Chrome. Donc ça, c'est important qu'ils soient à jour et qu'ils permettent l'ouverture des navigateurs. Après, j'ai une petite slide sur les références. Donc, la taverne du testeur, là, c'est ma Bible qui parle de RoboFramework. Et c'est le couteau suisse de l'automatisation, d'après ce qui a été publié en février 2020, donc ce n'est pas très vieux. Et les Bibles pour aider. Enfin, moi, j'ai utilisé notamment les tutoriels 1.43 là, sur YouTube en anglais, qui sont pas mal.
Voilà, c'était tout pour moi. Merci Ben, beaucoup. merci beaucoup, Sophie. J'espère que ça a été clair. Moi, c'était clair. Après, je connaissais vaguement le développement web et tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent, s'il y en a d'autres qui veulent donner leur avis. Bon, pour moi, c'était clair. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a des gens qui doivent y aller. Il y en a qui disent, il y avait Brice qui avait dit que Robot Framework, c'était plutôt positif quand il l'a utilisé. Et par contre, quand il y avait des frameworks web qui rajoutaient beaucoup de surcharge des inputs, par exemple ce qu'il y a en Vue.js avec Quasar. Alors Vue.js, je connais, mais Quasar, je ne connais pas. Du coup, comment tu fais quand tu as des choses avec des frameworks qui rajoutent plein de trucs Ah bah, moi, s'il n'y a pas de librairie disponible, on a vu quelques. Je pense que pour les progiciels et tout ça, je pense qu'il faut des choses en plus, hein, des librairies qui permettent de tester la surcouche ou des choses comme ça. Ouais. C'est pas possible sinon. Il n'y a plus qu'à coder développeur Python. Allez-y. Non, mais ok, ouais, donc c'est galère, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, ça, c'est dès qu'il y a des gros trucs autour. Ah ouais, il faut que ce soit des choses. Ouais. Ouais, si je ouais, vas-y. Ouais. J'ai une petite remarque à faire. Moi, justement, je vais parler surtout d'expérience aussi, parce que j'ai eu une expérience Robot Framework il n'y a pas longtemps, qui m'a un peu secoué, justement, parce qu'elle elle me sortait un petit peu, justement, de ce qu'on trouve sur le web. Ce que tu as présenté, en fait, il y a vraiment énormément de tutos, je suis entièrement d'accord, hein, il y a plein de choses, en fait, avec Selenium et tout ça. Mais on a tendance à oublier que Robot Framework, c'est avant tout un outil qui se destine à ce qu'on appelle l'ATDD, Acceptance Test, et puis Test Driven, si on veut faire du Test Driven. Donc l'Acceptance Test, pardon, à la base. Et le côté le plus important, c'est même pas Selenium, en fait, c'est les mots-clés. Je pense que tu es bien d'accord avec ça. Et là où on va en fait finalement se brancher avec les développeurs Python, c'est que derrière un mot-clé, il y a forcément du code. On est bien d'accord. La magie de Robot Framework, c'est que le testeur, lui, a son mot-clé, il parle presque humain. Et toute la magie en fait de ce qui se passe derrière est masquée justement avec du code associé à ces mots-clés. Et là où j'allais faire la remarque, c'est que là où je vous ai dit, ce que je disais que j'étais secoué par le projet en question, c'est que justement, ça n'était pas avec du web. Et c'est un petit peu la particularité, la chose en fait à comprendre avec cette approche-là, c'est que le but, c'est de donner aux testeurs des mots-clés en se fichant complètement finalement de ce qu'on va avoir comme interface derrière. On a eu une interface ici démontrée avec Selenium pour une interface web. Mais en fait, vous êtes bien d'accord qu'on devrait avoir la même logique. En fait, quand on écrit les mots-clés, on attend à ce qu'il y ait une action qui serait, par exemple, je veux valider un panier, dans le cas d'Amazon, par exemple, je veux prendre un cours avec Au Secours. Et la logique devrait être, en fait, le testeur a juste un mot-clé, et derrière, la magie est que si on a l'application web, ou si on a l'application mobile, par exemple, ou si on a un test d'API, et bien, en fait, on n'a rien à changer côté test. Ce qui change, c'est simplement ce sur quoi est plugué le mot-clé. C'est juste pour marquer le petit bémol qu'il y a entre le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup, quand on parle de Robot Framework, il y a beaucoup en fait, de cette orientation vers du test d'application web, alors que finalement, il y a beaucoup d'attentes également vers pas d'application web, en fait, juste automatisation de test dans d'autres cas. Et pour la petite histoire, moi, dans mon cas, c'était plutôt des gens qui voulaient faire du test industriel et qui avaient donc besoin de définir des besoins fonctionnels. Pour tout vous dire, c'était même dans le monde du tracteur. Pour tester des réseaux CAN, et ils avaient besoin justement de définir justement des mots-clés, et on s'est rendu compte que finalement, Robot Framework colle très bien. Et la difficulté a été de trouver justement des tutos ou des cours qui se décollent un petit peu de Selenium pour garder juste la partie mots-clés. Voilà, ça c'est pour ma participation. Voilà. Sophie, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des bibliothèques pour tester, par exemple, des interfaces classiques de type Windows, Mac? Je ne sais pas, celle que j'ai montrée, Eclipse, là, j'ai l'impression qu'elle teste des interfaces spécifiques ou des applets, ouais. Il y a des choses. Ouais, mais alors, sur ce qu'on avait vu, c'était lié à Swing ou du Java, non? C'était pas ça? Moi, Oui. j'attends quelque chose de plus générique. À la rigueur, je veux tester une application écrite sous Mac.
Est-ce que d'après toi, avec Robo Framework, on pourrait, une appli lourde, quoi. Genre écrit en Qt ou écrit en Java. peu importe, quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tester l'application. En quoi elle est écrite, c'est le problème du développeur. Moi, en tant que fonctionnel, je veux pouvoir tester, repérer un bouton, pareil, cliquer dessus et repérer que les champs sont bien remplis, par exemple, que 3 champs sont bien remplis. Et quand je clique sur OK, ça me, je sais pas, ça me change la page ou ça me met un fond en rouge. Bah, je ne sais pas, il faudra fouiller. Moi, je n'ai pas regardé de ce côté-là, mais Parce que bien souvent, je sais que sur les applications qui sont, ouais, effectivement, alors on appelle ça du client lourd, hein, mais dès que c'est de l'interface machine un peu lourd, bah, on ne trouve pas grand-chose. C'est pour ça que je posais la question. ouais, Il y a bah, peut-être il d'autres faudra outils regarder après. parce que je vois par exemple SAP GUI Librairie. Ça teste du SAP client using internal SAP. Donc oui, il y a des librairies qui existent pour les logiciels SAP par exemple. Ouais, mais après, c'est toujours pareil, le SAP, c'est sous quoi? C'est sous Windows, c'est sous Mac, c'est sous Web? C'est un C'est pas- logiciel, donc c'est une interface spécifique quand même, avec une surcouche spécifique. Yves, je me Ouais, suis je pense permis quand de te même qu'on a partager, alors je ne connais pas, mais je me suis permis de partager, par exemple, là, il y a une librairie pour du test sur Windows, en fait, qui teste, lui, Windows. Donc c'est finalement, ça. que tu sois sur du SAP, si tu as fait une applicative qui tourne sur du Windows, c'est pas SAP qui va t'intéresser, enfin pas SAP, pardon, c'est Windows. Ouais, C'est c'est ça. celui qui va finalement gérer ton interface, qui est capable en fait de trouver où il y a un bouton, est-ce que en fait ça a bien affiché quelque chose. Mhm. Donc c'est ce genre de livre qu'il faut pouvoir trouver justement pour ses besoins plus spécifiques. Ah, sur le site, je vous avais mis la référence du site Robot Framework, justement, dans librairie. On voit toutes les librairies et voilà, j'ai vu la SAP là, librairie testing SAP client. Django librairie, celle qui teste les sites faits en Django. Qui est là. Donc il y a des choses quoi, hein. Eclipse librairie, celle-là j'avais pris comme exemple. J'ai l'impression que ça teste du Eclipse. Sinon, moi, dans le chat, j'ai trouvé. Alors, j'ai jamais utilisé, mais il y a un outil qui s'appellerait Squish. Je sais pas, à vous de juger le nom. Qui permet de tester des applis Windows, Java, mobile, web, Mac, des trucs écrits en Qt. Et ça, vous pouvez l'industrialiser avec Robo Framework, apparemment. Je Mais ne montrerai pas mon partage, mais ouais, là, c'est bon. Là, voilà, là, on voit ton partage. Ouais. j'étais là dans librairie, là. Du coup, je voyais, ouais, voilà. Django, librairie. Ouais, parce qu'en général, après, effectivement, que ce soit du Windows, du Mac, ou je sais pas, une interface Linux fenêtrée, à la rigueur, c'est le Ouais. même genre de test, hein. Mm. En tout cas, il y a toutes les explications sur ce site-là, hein. C'est vraiment complet, hein. Il y a même des exemples, des, des- des choses à télécharger pour des démos, explication des keywords, comment ça marche, avec des petits exemples. Et vous, dans votre cas, pour Sophie, les tests Robo Framework, ils sont utilisés comme des tests, en gros, des tests unitaires, limite. À chaque fois qu'il y a un développeur qui va cocher du code, ou qui va même modifier du code en local, s'il fait on peut lancer les tests Robo Framework. Alors, peut-être pas à chaque fois qu'on fait une modif, comme avec des tests unitaires, mais ça peut. Alors, non, c'est un peu lourd pour les tests unitaires, justement. OK. Moi, je sais que sur un projet, ça va être plutôt du protracteur au niveau test unitaire pour tester tous les blocs, les blocs constitués dans les IHM, là. Et ça va être du Robot Framework en test d'acceptance. Donc, pour moi, Robot Framework n'est pas vraiment utilisable pour les tests unitaires d'IHM. Ça ne va pas tester un bloc dans une page, ça va tester un clic au niveau utilisateur, quoi, par exemple. OK. Et du coup, c'est vous qui les lancez à la main de temps en temps ou c'est lancé avec tout un truc de. Ça peut être fait automatiquement, mais on peut aussi les lancer à la main, mais ça peut être fait sous Jenkins automatisé, ouais. Ah ouais, c'était ça la question. Enfin, Mm. ouais.
Alors Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de gérer tout plein de mécaniques d'intégration continue, les tests, lancer plein de tests, créer des machines virtuelles, limite déployer le programme, enfin, configurer un peu comme vous voulez, et afficher les rapports de tests. Ouais. OK. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Sinon, dans tous les cas, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Hein. Tu as vu la petite surprise hein merci pour la petite pub, là. C'était magnifique. Et en plus, pour le coup, moi, je ne m'y attendais pas. J'ai eu Sophie au téléphone hier pour tester. Elle ne m'a pas dit ça. Elle m'a pas dit qu'elle Là, j'avais mis tout en commentaire. Tu vois, j'avais mis une partie commentaire. Comme ça n'a pas été exécuté. Tu n'as rien vu. Bon, Mathieu, il va falloir qu'on se mette au test sérieusement. Là. Ben moi, je vais l'utiliser, je pense, RoboFramework assez vite, là, parce que je développe un site internet qui a 0 test, ni unitaire, ni rien. Et actuellement, dès qu'on fait une modif, il y a quelqu'un qui se charge de cliquer partout pour voir si on n'a rien cassé. Et donc, je pense qu'on peut un peu mieux utiliser le temps de cette personne. Le métier du testeur, tu vois, moi, j'en ai eu marre au bout d'un moment de toujours cliquer au même endroit tout le temps. Je me suis dit, non, j'aimerais mieux faire autre chose de plus utile. Alors, je vais faire le robot. Et puis, moi, en attendant, je me repose ou je fais autre chose plutôt. C'est ça la bonne idée à avoir. Du coup, c'est limite. Des fois, les clics que tu peux faire dans un test, il y en a, quoi. Et puis lui, le robot, il fait ça. Là, j'ai mis du temps de pause, mais si je n'avais pas mis de temps de pause, on n'aurait presque rien vu. Il aurait tout fait en quelques secondes. Juste un autre truc, une autre feature que je trouve absolument géniale sur RoboFramework, qui facilite vachement la vie pour justement quand vous parlez des interfaces web, c'est que souvent on a un petit peu besoin de les documenter pour comprendre ce qu'on peut faire. Et la feature que je trouve géniale, c'est de pouvoir lancer en fait en tant que fichier de test un fichier RST. Je ne sais pas si vous connaissez RST, Restructured Text. C'est un formatage de fichiers. C'est comme le Markdown. C'est comme pareil, ouais, c'est pas les mêmes tags, mais c'est très similaire. Et en fait, vous pouvez avoir votre documentation complète avec les exemples de code, en fait. Et RoboFramework, donc les exemples de code, c'est pareil, c'est un tag dans lequel vous avez votre code. Et ça, si c'est du code RoboFramework, en fait, RoboFramework les trouve et n'exécute que ça. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est génial, c'est que justement pour le testeur, il a vraiment son document pour vérifier si tout correspond bien. Et si le fichier RST passe, c'est tout bon, quoi, en fait. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester avec ça, Sophie, ou pas? Non, je n'utilise pas ça, je ne connais pas. Je vais me noter ça. Parce que c'est, voilà, enfin, comme je disais, côté avoir la documentation, vraiment le test inclus dans la documentation, je trouve ça génial, enfin pratique. Bah oui, au lieu d'ouvrir le projet et de voir la documentation à travers des tests, oui. Même si c'est visible hein, dans l'éditeur quand même. On voit les test cases, mais avec les commentaires, on a des balises de documentation qui nous permettent de voir ce qui est testé aussi, enfin, d'expliquer ce qui est testé. Ça reste très technique, ça reste quand même un document qui est assez, voilà, enfin. Oui, Là, c'est sûr. S'il y a une petite surcouche comme les readme ou les… Oui, ça peut être bien. Hein, c'est ça génère automatiquement, il faut avoir le document web, c'est assez cool. Ouais. Mais ils l'ont dans un peu la Javadoc, quoi. Ouais, c'est ça, mais côté vraiment documentation complète. Mais je crois que justement, sur le site de RoboFramework, un des premiers tutos là, en fait, et c'est d'ailleurs assez déroutant quand on s'y attaque parce qu'on ne comprend pas trop que en fait, c'est le document à exécuter. Ouais, d'accord. Dans le chat, j'ai mis le… Ah merde, j'ai écrit Cave. Voilà. Dans le chat, j'ai mis à quoi c'est censé ressembler si vous cliquez sur le lien. D'accord. Ouais, c'est ce genre de truc là dont tu parlais, Darko. Ouais, je pense. Enfin là, c'est le user guide complet. Mais ils ont un tuto, je pourrais essayer de le retrouver et j'essaierai de l'envoyer sur le Discord. Ils ont vraiment un petit… leur tuto de base, en fait, il est sur ce genre de document. Ouais. Ouais, parce que là, oui, c'est plus le user guide complet. Ouais. Et du coup, toi, Darko, c'était quoi? C'était juste écrire enfin, juste quand tu testais sur les tracteurs, là. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai pas, justement, c'était dans le cadre surtout d'un accompagnement.
L'idée, c'était d'essayer de leur présenter en fait les outils de test. Et à nouveau, c'est des gens qui faisaient surtout du test. Ils écrivent du code pour lancer des tests, comme je disais, industriels. Mhm. Donc, pas du tout, pas d'interface du tout. En fait, il faut envoyer un signal, il faut vérifier que le Ouais, signal ouais. fonctionne correctement, quoi. Et à la base, c'était surtout mettre en avant les tests, enfin donc du Python parce que donc ils allaient partir sur du Python et mettre en avant en fait les tests, enfin les outils type test unitaire. Mais finalement, quand on peut décrire plus en détail quelque chose de plus haut niveau, justement, comme je disais, cette notion de mots-clés, finalement, ça fait tilt que ça pouvait certainement être adapté pour leurs besoins, quoi. Ouais, du coup, il y avait des mots-clés normaux écrits en Robot Framework et derrière, j'en sais rien, ça faisait une connexion Pi-Serial ou des connexions. C'est exactement ça. C'est-à-dire que alors, ce n'est pas des mots-clés à la Robot Framework. C'est qu'en fait, en gros, c'est que comme en Python, tu écris ta fonction et tu as ton code derrière, Robot Framework qui te permet justement d'avoir des structures, j'allais dire, d'écrire en fait du texte, entre guillemets, comme si tu avais du langage parlé et que derrière, en fait, il repère les mots-clés. En fait, c'est le fameux with, if, then. Ouais. Et derrière, en fait, ces mots-clés, il retrouve, derrière ces mots-clés principaux, il retrouve sachant ceci, alors cela. Et c'est ça qui intéresse le testeur, finalement. Enfin, je pense que là, Sophie, tu me confirmes ça, mais c'est vraiment cette syntaxe-là qui l'intéresse. Et la magie de ce qui passe derrière, en fait, le code en lui-même, vraiment ce que tu as déclenché, j'allais dire, c'est un détail technique, quoi, c'est tout. J'étais en train de regarder Tiens, en fait, vous l'avez les test cases. Si je peux me permettre de recopier en fait un exemple que tu as dans le document que tu as envoyé là dans le document, c'est des trucs comme ça, tu vois. J'ouvre une connexion et je dois pouvoir lister ceci. C'est ce que je comprends rapidement. Donc, tu imagines en fait que dans un besoin plus métier, bah ok, bah mon truc c'est pas d'ouvrir une connexion, c'est peut-être de, je sais pas, démarrer quelque chose, et derrière tu associes en fait le code à ce mot-clé. En fait, c'est la maintenance derrière hein, qu'il faut toujours regarder en test automatique. Il faut que ça soit maintenable facilement parce que voilà, ça peut bouger et il faut que ça soit maintenable, quoi. C'est ça qu'on recherche en test automatique. Ah ouais, c'est ça. Si tu passes plus de temps à casser tes tests et à les réparer, ça. Bon. J'ai retrouvé, si je puis me permettre, je viens de l'envoyer sur le chat, en fait, le projet de découverte, en fait, le Kickstart en fait, de Robot Framework, c'est qu'on trouve sur leur site. Et comme je vous dis, en fait, vous verrez, ce qui est assez amusant, c'est que le document RST que vous avez dessus, c'est le truc à exécuter, quoi. Et c'est finalement ce qui vous… Ouais, d'accord. Ah, c'est bien caché quand même, parce que je ne l'ai pas vu celui-là. Ouais. Et justement, si je permets de reprendre un truc, justement, le vrai chose intéressante de Robot Framework, c'est d'avoir des test cases comme celui que je viens de vous partager, que vous avez dans ce document, quoi. Si je peux changer le password, le plus important, c'est pas… en fait, finalement, le problématique de Selenium d'aller retrouver les bons documents, en fait, le bon tag, c'est pas Robot Framework, c'est Selenium, ça. Robot Framework, c'est de pouvoir écrire ce que je viens de partager ici, là, le test case. L'user il peut changer le mot de passe, ça c'est mon test. C'est le test utilisateur que je veux faire. Et alors, ça doit me dérouler ces choses-là. Given ceci, si je fais ceci, alors je dois avoir cela. C'est là où, Mathieu, quand tu disais de faire des tests, c'est plusieurs étapes. Si tu n'as pas de test jusqu'ici, tu commences par tes tests U, tu rajoutes du Selenium pour faire le test d'interface, et puis ensuite, tu réfléchis à tes cas d'utilisation, et là, tu rajoutes Robot Framework. Merde, j'ai du boulot. Je n'avais pas le micro ouvert, mais ouais, je vois le genre. C'est le Given When Then de BDD, là. C'est ça. Robot Framework, finalement, c'est un… Mm. En fait, il inclut… Je crois que même, il peut utiliser du Gherkin, je crois. Oui. Given When Then, c'est la syntaxe Gherkin, ouais. C'est ça. J'ai déjà utilisé auparavant, mais moi, c'était sur des primitifs qui étaient codés en Java derrière. Mais,
Alors, pour l'anecdote, Robot Framework, je crois que les mots-clés, on peut les coder en Python, mais aussi en Java. Ben, c'est pas comme ça que c'est fait apparemment. Non, mais on peut le faire en. Je crois que lui, il est en Python, mais on peut utiliser Java. Moi, j'ai déjà connu des choses codées en Java derrière. Les primitives, on appelle ça des primitives, là, les given one then. Là. Ça, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, mais oui, finalement, je sais que ça existe. Ouais. Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, en fait, finalement, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mots-clés techniques. Vous en fichez Non, bah derrière. voilà, ouais, c'est ça l'intérêt du. Vous en fichez, que ce soit une interface web derrière, que ce soit une interface mobile, que ce soit un appel d'API. Ce qui se fait, c'est que justement, le test case, vous le lancez dans le contexte qui vous intéresse. Puis c'est plus des tests bout en bout, quoi, des tests utilisateurs, C'est tout à fait ça. pas des tests unitaires. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Moi, ça me donne envie de regarder un peu mieux ce qu'il y a là-dedans. Oui, moi, je te dis pas développeur du tout. J'aime bien coder ce genre de choses parce que finalement, c'est vraiment ce qu'on recherche. Ça nous évite de cliquer, nous, en tant que testeurs. Puis surtout de pouvoir repasser la chose plusieurs fois si on veut, à chaque nouvelle version, sans le faire manuellement, quoi. Pour vérifier la non-régression, quoi. Si je puis me permettre aussi, tu me demandais sur le truc que j'avais vu avec là où j'étais intervenu. Je pense qu'en fait, il y a deux profils qui interviennent finalement avec du robot framework. C'est que s'il y a vraiment besoin que des mots-clés de base, en effet, les testeurs se suffisent à eux-mêmes et il n'y a pas besoin de se connaître du code. Par contre, c'est vrai que si on commence à avoir besoin de quelque chose de spécifique, Ah, bah oui. là, en fait, on délègue justement l'implémentation du test au développeur Python pour pouvoir avoir derrière justement juste le mot-clé à avoir. Surtout que le Python derrière peut être réutilisable à n'importe quel endroit ailleurs sans recopier-coller, quoi. Ça évite à dupliquer le code et tout. Là, on n'y est plus. Alors, merci beaucoup à tout le monde de la discussion. Merci à Sophie pour l'échange. Je vais arrêter l'enregistrement. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout de suite, mais au moins, comme ça, les gens sur YouTube sauront qu'on arrête l'enregistrement là. Donc, merci et à la prochaine sur les Meetup Python.